Et si on parlait de sport? Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Condutte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 92e émission de Et si on parlait de sport? Avec Pauline Gaston-Condutte, nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires LG Consultants et Semper Connect qui nous accompagnent pour la réalisation de ces émissions. Pour cette 92e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Guilloux et Gérard Barthes, président et vice-président du Toulouse-Blagnac Club Hockey, Mélanie Rivella, coach spécialisée dans la reconversion des athlètes, Jean-François Imbernon, ancien deuxième ligne de l'USAP et de l'équipe de France de rugby, Henri Broncan, ancien entraîneur et manager de nombreux clubs de rugby français, et Bernard Pujol, président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Au programme de cette semaine, en première mi-temps, nous mettons en honneur le Toulouse-Blagnac Hockey, un acteur incontournable du hockey sur glace en Occitanie. Avec nous, pour en parler, Michel Guilloux, président de la Ligue Occitanie de hockey sur glace et de Toulouse-Blagnac Hockey Club, ainsi que Gérard Barthes, vice-président du club. Ensemble, ils nous font découvrir l'univers des Belugas. Cette équipe au nom évocateur qui porte fièrement les couleurs de la région dans le championnat de France Division 2. Nous évoquerons également le rôle de la Ligue Occitanie de hockey sur glace dans la promotion et le développement de ce sport, des écoles de hockey aux compétitions d'élite, une immersion passionnante dans le monde du hockey sur glace où formation, performance et esprit collectif sont les maîtres mots. En deuxième mi-temps, nous aborderons un sujet essentiel mais souvent méconnu, la reconversion des athlètes. Après avoir consacré des années à la pratique de leur sport, de nombreux sportifs se retrouvent face à une nouvelle étape de leur vie, celle de la transition vers une nouvelle carrière professionnelle. Mais comment faire pour se réinventer après une carrière sportive? Comment valoriser ses compétences acquises sur le terrain dans le monde de l'entreprise? Pour en parler, nous aurons le plaisir d'accueillir Mélanie Rivella, coach spécialisée dans la reconversion des athlètes et fondatrice de l'accompagnement reconversion gagnante. Avec son approche sur mesure, elle aide les sportifs à transformer cette transition en véritable victoire. Mélanie nous expliquera les étapes clés de son accompagnement, partagera son expertise et ses conseils pour permettre aux athlètes de retrouver un métier qui les passionne autant que leur sport. Restez avec nous pour cette interview passionnante avec Mélanie Rivella, car la plus belle victoire se construit aussi après le sport. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 92e émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport avant-match? Et oui, un avant-match avec beaucoup de résultats sportifs à vous donner dans la semaine qui vient de se passer, Pauline. Oui, on va débuter avec l'athlétisme et notamment le marathon de Barcelone. 3 semaines après le record de France de Manon Trapp à Séville en 2h, 23 minutes et 36 centièmes. Megdes Voldou a fait mieux dimanche dans les rues de Barcelone pour parcourir les 42,195 km en 2h, 23 minutes et 13 centièmes. Il y avait aussi le semi-marathon de Lille. En plus du semi-marathon, un 10 km et un 5 km étaient organisés dans les rues de Lille dimanche dernier. Jimmy Gressier, quelques semaines après avoir battu le record d'Europe sur le 5000 mètres en salle en 12 minutes 54 minutes 92 aux États-Unis, a amélioré son propre record d'Europe du 5 km sur route. Sur le semi-marathon, la victoire est revenue à l'Éthiopien Bereanu Tsegu en 1h 0 minutes et 11 centièmes, alors que le Français Félix Bourg a pris la 8e place. Chez les femmes, c'est la Française Salomé Brun qui s'est imposée en 1h 12 minutes et 0,5 centièmes. Enfin, sur le 10 km, c'est le Kenyan Kenneth Kiprop qui a remporté la course en 27 minutes 09. Le Français Valentin Gondouin se classe en 6e en 27 minutes 23. Et chez les femmes, la victoire est revenue à l'Éthiopienne Asmaresh Anle en 30 minutes 34. La meilleure française est la triathlète 4e des JO, Emma Lombardi, 9e en 32 minutes et 30 secondes. Et on passe au badminton avec le All England Open, l'un des plus vieux tournois de badminton au monde, avec le Français Alex Lanier qui vient de grimper à la 10e place mondiale en individuel, qui a été battu en demi-finale par le Taïwanais Xia Hao Li en 3-7, 19-21, 21-14 et 21-17. Le Français Thomas Junior Popov, qui est 17e, a été défait en 3-7 en 8e de finale jeudi face au numéro 6 mondial, le Chinois Li Shifeng. Passons au tennis avec les Master 1000 d'Indian Wells aux États-Unis. La jeune Russe Mira Andreeva a créé la surprise dimanche dernier. Elle a renversé 2-6, 6-4, 6-3 la Biélorusse Arina Sabalenka, numéro 1 mondiale, et remporte un deuxième tournoi WTA 1000 de suite. Chez les hommes, Jack Draper a disposé du Danois Holger Rune 6-2, 6-2 dimanche en finale, et le Britannique succède à Carlos Alcaraz qui l'avait éliminé en demi-finale. On passe au cyclisme maintenant avec le fameux
Paris-Nice, il y a eu un doublé américain sur ce Paris-Nice. Sur la 8e et dernière étape, Magnus Sheffield de Ineos Grenadier s'est imposé après 34 km passés dans l'échappée. L'autre américain en forme, Matteo Jorgensen sur Visma Lease Bike, a conservé son maillot jaune. Il remporte ce 83e Paris-Nice comme l'an passé. Clément Chapoussin, qui est de XCDS Astana Team, est le premier français au classement général. Il figure lui à la 7e place. Passons au biathlon avec la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Slovénie. Lors de l'individuel court femme, Julia Simon a dominé l'épreuve jeudi en réalisant un 20 sur 20 au tir devant la Suédoise Anna Öberg et l'Allemande Francesca Preuss. La Française Lou Jean Monod, 7e, peut néanmoins se consoler en décrochant le petit globe de la spécialité. Lors de la Mastart femme, en tête tout au long de la Mastart samedi dernier, la Française Lou Jean Monod n'a pas craqué pour s'imposer devant la Bulgare Milena Todorova et la Slovène Anna-Marie Jalampi. Lors de la Mastart homme, les Français Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet ont signé un doublé samedi devant le Norvégien Turla Legred. Lors du relais mixte simple, c'est la Suisse qui s'impose pour la première fois de son histoire sur un relais devant la Suède et l'Anfinlande. La France est 4e et enfin lors du relais mixte en difficulté. Dès le premier relais manqué par Jeanne Richard, l'équipe de France a réussi à revenir dans le coup pour finalement prendre la 2e place derrière la Suède qui remporte le petit globe de la spécialité. On passe au ski freestyle avec la Coupe du Monde de ski Big Air à Tignes. La vice-championne olympique Tess Le Deux a remporté le petit globe de cristal du slopestyle, soit le général de la Coupe du Monde, grâce à ses 2 victoires cette saison à Stubai et Aspen. Passons au ski cross avec la Coupe du Monde au Canada. Victorieuse de son quart et de sa demi-finale, la Française Marielle Berger-Sabatel a échoué à un souffle de la victoire derrière la Suissesse Fanny Smith vendredi dernier. Ski alpinisme, Coupe du Monde à Schmalming en Autriche. La Vertical Race a couronné vendredi la Suédoise Tove Alexandersson qui a devancé la Française Émilie Harop de 18 secondes. La course masculine a été remportée par l'incontournable Suisse Rémi Bonnet, 19 minutes et 10 centièmes. Le Français Thibaut Ansalmet a pris lui la seconde place. La 39e édition de la Pierramenta, Axel Gachet-Mollaret et Lorna Bonnell ont été irrésistibles pour s'imposer devant la paire américaine Martina Valmassol et Cathy Schild et les Françaises Laurie Renaudton et Marie Paulet-Villard. Quelques mots de ski de fond homme avec la Coupe du Monde à Oslo en Norvège. 20 km classique homme, le Norvégien Martin Nyange a dominé l'épreuve samedi devant le Suédois William Poromaa et son compatriote Simen Kruger. Le Français Hugo Lapalus a pris la 6e place et lors du 20 km classique femme, la Norvégienne Thérèse Jogo a pris sa revanche sur Ebba Andersson samedi dernier. Battue par la Suédoise lors des mondiaux, la Norvégienne s'est imposée sur le 20 km comptant pour la Coupe du Monde. La Française Juliette Ducordeau a pris la 20e place juste devant Julie Pirel. Et du ski de fond, on passe au ski alpin pour les hommes. Il y avait de la Coupe du Monde à Alfeld en Norvège avec le géant triplé suisse samedi où Loïc Meillard a devancé Marco Odermatt qui lui était assuré de remporter le globe de la spécialité et Thomas Tummler. Belle performance collective des jeunes espoirs de l'équipe de France, il faut le souligner, avec Alban Elesi Canaferina qui lui a terminé 11e et Flavio Vital 13e. Il y avait aussi un slalom, le Suisse Loïc Meillard a remporté dimanche le slalom devant le Norvégien Atle Lee McGrath et le Brésilien Luca Pinheiro Praten. Et Clément Noël, notre Français, lui est 7e. Quelques mots de ski alpin femme avec la Coupe du Monde à la tuile en Italie et le Super G. La jeune Allemande Emma Escher a été la plus rapide jeudi et devant ses Italiennes Sofia Goggia et Federica Brignone. Et lors du deuxième Super G, coup double à domicile vendredi pour Federica Brignone qui a remporté le deuxième Super G, s'assurant ainsi le gros globe de cristal. Elle a devancé sa compatriote Sofia Goggia et la Française Romane Miradoli. Et on passe à toute vitesse avec du patinage de vitesse, les mondiaux à Hamar en Norvège et le Français Timothée Lubino a pris la 9e place d'un 5000 remporté par le Norvégien Sanderm Etrem qui est lui champion d'Europe Allround en janvier. Passons au hockey sur glace homme avec les championnats de France Division 2 et les quarts de finale avec le premier match du deuxième tour. Montpellier a battu Annecy 8-4 et Valence a perdu face à Toulouse 4-5. Et basket femme, il y avait de l'Eurocoupe demi-finale retour, vainqueur du match aller à Sopron. Villeneuve d'Ascq a récidivé jeudi à domicile 54-46 et donc se qualifie pour la finale. Et en basket homme, cette fois lors de l'Euroleague 29e journée, les Parisiens ont sombré en deuxième période à Kaunas jeudi et concédé une troisième défaite de suite 83-81. L'Asvel a limité les dégâts face au Fenerbahçe 92-82. C'est une 6e défaite d'affilée pour le club rhodanien. Monaco s'est incliné à Belgrade contre le Maccabi Tel Aviv 88-91 et lors de la 4e journée de Ligue des Champions, une semaine après les avoir battus chez eux, les Nantériens n'ont cette fois rien pu faire face aux Tchèques de Nürnberg. Décimés, les Français se sont inclinés 77-100 et lors de la phase 2 de National 1, défaite du Stade Toulousain Basket à Boulogne-sur-Mer 45-72. On passe au handball homme avec Eurocup. La France, l'équipe de France a enchaîné samedi à Kolding en Eurocup avec une deuxième victoire en 3 jours face aux Danois, champions olympiques
Munich est champion du monde 38-40. 3 jours après les avoir dominés à Dessine 33-32. Une épreuve qui réunit le Danemark, la Norvège, la Suède et la France dans un format de match aller-retour. Toujours du handball, mais cette fois chez les femmes avec la 15e journée de National 1 féminine. Le Toulouse féminin handball s'est incliné à domicile face à Angoulême-Charente handball. Et chez les femmes en volley, il y avait de la Ligue A féminine Saforel Power 6, 25e journée. Béziers, vainqueur de Terfil-Florange 3-0 et qualifié pour les playoffs. En volley masculin cette fois, et la 25e journée de Marmara Spike League, victoire de Montpellier face à Tours 3-1 et Narbonne l'emporte à 7 3-1 aussi. En football féminin, Arkema Premier League, 17e journée en course pour la qualification pour les playoffs. Montpellier a battu Saint-Etienne 1-0. Passons au football avec la Ligue des Champions et les 8e de finale retour avec un but de retard au moment du coup d'envoi à l'extérieur. Le PSG est parvenu à pousser Liverpool jusqu'à une séance de tir au but victorieuse 1-0 et 4-1 après les tirs au but. Qualifiée, l'équipe de Luis Enrique réalise un véritable exploit. Lille a été largement dominée par Dortmund et s'est inclinée à domicile 1-2 malgré une ouverture du score très rapide. Et lors des 8e de finale retour de Ligue Europa, facile vainqueur du Steaua Bucarest en 4-0 après sa victoire 3-1 à l'aller. Jeudi, Lyon affrontera Manchester United en quart de finale de la compétition. Lors de la 26e journée de Ligue 1, le match entre Montpellier et Saint-Etienne définitivement arrêté à la suite d'un début d'incendie en tribune. Strasbourg a consolidé sa 7e place de Ligue 1 en renversant Toulouse 2-1. Et enfin, en Ligue 2 et pour la 27e journée, Annecy a été rejoint dans le temps additionnel par Rodez, 1-1. Et il y avait du rugby, Pauline, avec ce fameux tournoi des 6 nations. On va commencer d'abord par les jeunes, les moins de 20 ans, qui nous ont fait plaisir. Ils ont vaincu aussi l'Écosse 45-40 à Jambouin, avec la manière et le bonus offensif vendredi. Et les Blois s'offrent la victoire finale dans le tournoi grâce au faux pas de l'Angleterre au Pays de Galles. 23-13, c'était déjà de bon augure avant l'entrée en liste de l'élite, avec le tournoi des 6 nations, 3 ans après le Grand Chelem de 2022. Le 15 de France renoue avec la victoire dans le tournoi en dominant l'Écosse 35-16 samedi au Stade de France. À cette occasion, Thomas Ramos est devenu le meilleur marqueur de points avec 450 points au total de l'histoire de l'équipe de France, détrônant Frédéric Michalak, 450 points contre 436. Louis Bielbiarré est lui devenu co-détenteur du plus grand nombre d'essais plantés dans un tournoi avec 8 essais. Passons à l'auto avec la Formule 1 et le Grand Prix à Melbourne en Australie. La pluie a fortement perturbé le premier Grand Prix de la saison dimanche dernier. Au terme d'une course chaotique, Lando Norris sur McLaren s'est imposé devant Max Verstappen sur Red Bull et George Russell sur Mercedes. Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont fini 8 et 10e. Pierre Gasly sur Alpine a pris la 11e place. Et il y avait le retour de la moto Grand Prix d'Argentine avec première étape le samedi avec le sprint. La victoire s'est jouée entre les deux frangins, les deux frères Marquez qui ont dominé la course du début à la fin sur le circuit de Terma de Rio Hondo. Marc a eu l'avantage en franchissant la ligne d'arrivée en premier sur sa Ducati officielle avec 9 dixièmes d'avance sur Alex, équipé de sa Ducati du team Gresini. Francesco Bagnaia, lui sur Ducati aussi, a pris la 3e place. Et du côté des Français, c'est Johan Zarco avec sa Honda qui termine au pied du podium, 4e. Fabio Quartararo, lui avec sa Yamaha, termine simplement 10e. Et le lendemain, le Grand Prix, après avoir réalisé ce doublé en Thaïlande, Marc Marquez a encore tout raflé en Argentine ce week-end. Vainqueur du sprint samedi, il a dominé le Grand Prix dimanche en devançant son frère Alex. Johan Zarco a pris la 6e place et Fabio Quartararo a fini 15e. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Ici, on parlait de sport avec nos invités Michel Guillot et Gérard Barthes. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport, et nous sommes ravis d'accueillir Michel Guillou qui est le président du Toulouse-Blagnac Hockey Club et en même temps le président de la Ligue Hockey Club, la Ligue du hockey. Ligue Occitanie de hockey sur glace. C'est ça, voilà. Donc très heureux de te recevoir Michel, avec toi ton compère Gérard Barthes qui est vice-président, qui est déjà venu dans l'émission, on est très content de vous recevoir, qui lui est vice-président du Toulouse-Blagnac Hockey. Je ne me suis pas trompé ? Non, tu t'es pas trompé. Eh bien merci et bonjour à tous les deux. On va commencer par vous présenter Michel, on t'a pas encore reçu, très content de te recevoir aujourd'hui. Un petit mot sur Michel Guillou, qui il est, comment il s'est mis dans la passion du hockey et d'où il vient, quel est ton parcours sportif, personnel. À toi la parole. Bon, j'ai découvert le hockey sur glace avec mes enfants, donc, et ils ont adoré ce sport, et puis je dois avouer qu'on est accro, donc on s'est impliqué toute la famille. Et puis de fil en aiguille, de responsable d'équipe, je me suis occupé d'un certain nombre d'activités. En 2020, il fallait trouver un président. Avec Gérard, on a tiré la courte paille, mais il avait déjà donné, donc il a proposé par contre de m'aider. Absolument. Donc, j'ai pris la présidence du club et, depuis 2020. Donc c'est Un bon duo alors. toujours. C'est un duo qui fonctionne, oui. Je suis extrêmement content de l'avoir. Toi-même, t'as pratiqué ou pas du tout ? Pas du tout, je tiens pas sur les patins.
C'est bon à savoir. Donc voilà, on peut être président d'un club de hockey sans avoir patiné, c'est intéressant comme information. Gérard, quelques mots quand même. Toi qui es là un peu plus dans le... Un peu plus. Moi, ça va faire 48 ans que je suis dans la fédération. C'est pour ça que je disais un petit peu plus. Un petit peu plus, c'est gentil. C'est un peu le même parcours que Michel. J'ai eu 4 fils, donc ils cherchaient un sport à faire. Ils étaient très jeunes, et donc on a trouvé le hockey. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis devenu président du club, président de ligue. Et puis, je n'ai pas lâché le morceau, puisque maintenant, j'ai mes petites filles qui font du hockey sur glace. Oui, parce qu'on peut jouer aussi au hockey sur glace absolument. avec les jeunes filles, et ça, c'est important de le souligner. C'est important de le souligner. Alors, on va parler maintenant un peu de ce club. Quelques mots, nous rappeler un peu où il en est, ce club, qui il est, et dans cette région, parce que c'est quand même un peu, je dirais, le club phare du département. Au moins du département, déjà, c'est le seul. Et puis de la région, Donc, on peut pousser. Dans la région, c'est de toute façon en France, c'est déjà l'un des 10 plus grands clubs français en nombre de licenciés, donc c'est significatif. Oui. Et donc il s'appelle d'ailleurs le Toulouse, mais il s'appelle aussi avec un petit nom sympathique, Gérard. Les Belugas. Voilà, les Belugas pour ceux qui nous entendent. Voilà, c'est pas uniquement l'avion qui passe dans le ciel de toulousain, c'est aussi un club avec d'ailleurs, allez voir sur les sites, ils ont un logo qui est génial. Alors c'est pas par hasard que c'est Beluga, ça a démarré il y a 35 ans à peu près. Donc, oui, c'est ça. Et lorsque le programme Beluga a démarré, le programme chez Airbus, le club a pris le nom de l'emblème, de l'avion. Et donc on a eu la chance il y a quelques semaines de faire une photo avec le Beluga XL, le nouvel avion. Tous les joueurs et le Beluga XL, on a été accueillis par Airbus. On a pu célébrer l'événement de manière grandiose devant le numéro 1 du Beluga XL. Alors ce club existe depuis 35 ans, tu as dit, c'est ça à peu près ? Sous la forme Beluga. Sous la forme Beluga, mais moi je l'ai connu en 1976-77. D'accord, c'était hier quoi. Ouais, voilà, exactement comme moi. Non, c'était hier. Non, c'est un club qui a beaucoup évolué, parce que quand on a commencé, on était entre 150 et 200 licenciés les bonnes années. Aujourd'hui, on est à plus de 400. Quand on faisait 100, 120 spectateurs, on était content. Aujourd'hui, on joue avec la patinoire pleine, donc 1500 personnes à chaque match. Il faut savoir que le hockey, c'est quand même devenu le sport en salle, le deuxième au niveau des fréquentations de spectateurs. Donc vous êtes une équipe, vous avez une équipe en division 2, division 2, c'est ça ? C'est ça. Et vous travaillez beaucoup sur la formation des jeunes. Aussi, et puis on est une équipe en division 3, et puis on est une équipe féminine en championnat élite, et puis on a des loisirs. Alors justement, est-ce que dans vos priorités, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, nous dire un peu sur cette école de hockey, sur les catégories que vous avez, pour expliquer aux gens ce qu'ils peuvent trouver en venant dans votre club, et y compris des jeunes femmes, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors déjà, le hockey sur glace, c'est un sport mixte, donc jusqu'au niveau professionnel, les filles peuvent pratiquer. L'ancienne directrice nationale a joué en pro avec les garçons. Les filles en senior, on les retrouve plus comme gardiens, dans les postes moins confrontés en termes de physique, mais le règlement le permet. Et toutes les filles qui le travaillent. Ça, c'est quelque chose d'intéressant de souligner. Oui. Il y a, à part l'équitation, l'attelage, je crois, il n'y a pas beaucoup de sports collectifs mixtes. Donc, il y a un championnat féminin en plus, qui permet aux filles de s'aguerrir un peu. Voilà. Honnêtement, toutes les filles, et Gérard peut en parler, parce qu'il y a 2 petites filles qui, jusqu'en junior, ont le niveau. Parce que première qualité, c'est le patinage, deuxième, le maniement, etc. La force physique, c'est pas du tout le premier critère. Donc une fois qu'on y met un casque. Donc les filles jusqu'en junior, elles préfèrent souvent jouer en mixité, parce qu'il y a beaucoup plus de compétitions possibles. Et en senior, elles ont la possibilité de continuer en féminin élite pour aller jusqu'au plus haut niveau. Alors, on fait juste une transition, puisque j'ai la chance d'avoir le président de Ligue avec moi. Comment tu vois l'évolution du hockey effectivement dans la région ? On avait abordé un peu cette discussion avec Gérard. Et quels sont les clubs ? Est-ce qu'on peut citer un petit peu les clubs de la région ? Parce que c'est important de savoir, l'Occitanie, il y a le club qui est phare ici, mais il y en a donc Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Évidemment, Montpellier. En tant que président de Ligue. Bien sûr. Donc Montpellier. Donc on peut se considérer en termes de structuration et de développement du hockey sur glace, c'est notre équivalent. Et ensuite, on a des clubs de plus petite taille qui font un gros travail de développement. Donc Castres qui a réouvert sa patinoire, Nîmes, donc à peu près équivalent à Castres en termes de nombre de licenciés. On a ensuite des clubs qui ont moins de capacité, donc le Narbonne avec une toute petite patinoire, Font-Romeu avec leur souci c'est que le bassin démographique leur est défavorable actuellement. Il y a une rénovation de la patinoire, mais bon, c'est une très belle installation en hauteur. Et nous avons aussi Cauterets au bout du monde là-bas, avec une petite patinoire. Donc voilà, ça nous donne un peu les différentes villes où on peut faire du hockey en Occitanie.
Parce que les deux équipes que j'ai suivies, c'est Montpellier et Toulouse, qui sont les deux en National 2. Voilà, c'est ça, absolument. hein, et qui sont dans ce championnat, donc il y a un championnat comme championnat de France. Voilà. Et on dispute tous les deux les quarts de finale. C'est ça, c'est ce qu'on a vu avec des bons résultats. On l'a annoncé tout à l'heure dans les résultats. Bravo à tous les deux. Donc on a vu tous ces clubs qui participent à cette dynamique. Et le hockey sur glace reste un sport encore peu médiatisé en France. Quels sont selon vous les leviers pour attirer davantage de licenciés et de passionnés en Occitanie ? Alors, il y a le court terme et le long terme. Donc, à court terme, depuis l'an dernier, c'est devenu le deuxième sport en salle en termes d'affluence, donc derrière le basket pro. Et donc, ce qui fait qu'en termes de visibilité, les gens commencent à en parler. Je me souviens que quand je suis arrivé au hockey sur glace, moi je travaillais chez Airbus, donc j'allais, quand je rencontrais mes collègues, ils étaient même étonnés qu'une patinoire, alors on parle même pas du hockey sur glace, quoi. Donc, alors aujourd'hui, j'ai pas mal de collègues qui parlent de hockey sur glace sans même qu'on ait à engager la discussion, quoi. Donc c'est un vrai changement. Donc là, on parle de court terme, c'est-à-dire qu'avec les infrastructures actuelles, on peut déjà développer le sport. Maintenant, avec Gérard, on travaille sur le long terme. Donc pour développer le hockey sur glace, on a besoin d'infrastructures. Il faut de la glace. Il y a à peu près une centaine de patinoires qui permettent de faire de la compétition. 200 patinoires en gros à peu près en France. Pas tout à fait. Un petit peu moins. Donc, un peu moins. Voilà. Donc, mais si on simplifie à 100, ça veut dire qu'on peut faire des compétitions avec 100 clubs, pas plus. Donc, donc forcément, ça limite. Ouais, donc, avec des déplacements après, ça implique Après, des ça fait des déplacements compliqués. très longs. C'est Ouais. ce qui coûte cher dans le sport, généralement. C'est Voilà. celui. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, imaginons, rêvons un peu, qu'on pousse un peu les murs et qu'on élargisse la capacité de réception de la patinoire que vous avez actuellement. On pourrait mettre combien de personnes en poussant les murs Si on prend dans des références- l'imaginaire. Non, bien sûr, mais prenons les références d'aujourd'hui. Donc, Marseille, qui viennent nulle part en termes de hockey sur glace. Il y avait, C'est sûr que on Marseille, imagine surtout on le pense foot, plus on- à la rade que... et ben, ils remplissent une fois par semaine 5000-5500 personnes leur patinoire. D'accord. Et ils les remplissent, c'est-à-dire qu'ils refusent du monde. Et vous, il y a le Donc, potentiel, selon vous, il y a un potentiel ici pour le faire. Oui. ça. Ben, nous, on refuse du monde depuis décembre. Donc, donc on imagine que ça, on ne passera pas d'un seul coup à 6000, mais on s'aperçoit qu'en France, et pour les clubs qui sont au plus haut niveau, c'est la capacité de la patinoire qui définit les limites. Et donc là, on parle du développement court terme, c'est-à-dire qu'en termes d'affluence, on a atteint le maximum dans la plupart des clubs qui font des compétitions ouvertes au public. Donc c'est assez extraordinaire quand on y pense. Ce qui vous manque peut-être pour faire le passage au-dessus, c'est-à-dire de la Nationale 2 pour passer en Division 1, enfin en catégorie supérieure, Il manque un équipement. c'est ça. Un équipement qui soit une grande patinoire avec 5-6 000 places et qui soit comme on fait aujourd'hui, des patinoires bipistes, qui soit refroidi non plus par des compresseurs traditionnels mais par géothermie, qui ait un toit en photovoltaïque qui permettra d'assumer quasiment la consommation au niveau des LED et tout de la patinoire. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui on sait faire des patinoires à 0% émission carbone. Mais c'est un budget. L'appel est lancé, j'ai bien compris. Et justement, en parlant des infrastructures, vous avez commencé à répondre à la prochaine question, mais quels sont les grands défis auxquels doit faire face le Toulouse-Blagnac Hockey Club aujourd'hui ? Donc le grand défi, c'est déjà de trouver le moyen pour tous nos licenciés de pratiquer. Donc on a beaucoup de demandes de gens qui veulent découvrir le hockey sur glace. Et aujourd'hui, on ne sait pas traiter toutes les demandes. Donc c'est un enjeu parce que refuser des gens pour pratiquer, c'est pas agréable. Mais on est quand même l'un des rares sports à partager notre lieu de pratique avec le grand public. Pensez, il y a la piscine, la natation, et il y a la patinoire. Les autres sports ont la plupart du temps leur équipement dédié, ce qui n'est pas notre cas. Donc là, on regarde dans l'enjeu, c'est d'arriver à trouver assez de créneaux de pratique pour un nombre d'équipes qui explose. Donc en senior, on a 4 équipes, 3 en compétition nationale, et puis une autre en compétition régionale. Donc, et on pourra en inscrire avec le nombre de licenciés 2 de plus, quoi. Donc, mais on n'a pas les moyens. Donc, Il faut trouver un mécène, un gros investisseur qui est prêt à mettre sur la table pour faire du hockey, quoi. Voilà. Faut appeler les Canadiens. Donc ça c'est, on est en enjeu court terme. Après, on a intérêt à se développer. Donc on voit, si je suis président de la Ligue Occitanie, avec Gérard qui est vice-président aussi de la Ligue Occitanie. Donc c'est qu'on a bien compris que si nous on voulait se développer, il fallait que nos voisins se développent. Et si on a une patinoire à Montauban, si on en avait une autre Carcassonne, toutes les villes à Auch, toutes les villes de taille moyenne avec une patinoire. Quand Gérard parle des patinoires autonomes en énergie, là,
c'est à zéro carbone. C'est devenu une réalité. Enfin, dans les pays nordiques, il y en a, et il y a un projet à Chamonix d'avoir la même chose. Donc c'est vraiment notre travail de pédagogie vis-à-vis des politiques pour qu'ils arrivent à saisir que c'est une belle opportunité de développement, quoi. C'est plus le cancre d'un point de vue environnemental. Ça peut être vertueux pour eux de développer des patinoires. Et pour nous, c'est crucial parce que si les gens arrêtent le hockey sur glace, souvent ils sont passionnés, mais c'est qu'une saison de hockey sur glace, c'est des déplacements les plus proches. Il y a à Castres pour les tout petits, mais après il faut aller jouer à Montpellier, Bordeaux, Anglette, Limoges, et on n'a pas de championnat à moins de 200 km, quoi. Et si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, est-ce que, selon vous, le fait qu'il y ait ces fameux Jeux Olympiques qui sont à 2030, est-ce que ça peut pas être un événement qui donnerait le petit coup de pouce pour investir sur une grande patinoire? Moi, je pense que oui. Voilà, Honnêtement. J'extrapole, c'est un peu Et mon puis, côté il y aura, journaliste. Ça, mais... 2 ans avant, il y aura les championnats du monde de hockey sur glace aussi qui vont se faire en France. Donc voilà, ça peut aider aussi. Pour inciter Au moins, il faut convaincre. Puis il y a des questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'on fait un grand bâtiment comme ça uniquement avec une patinoire, ou on essaie de faire quelque chose qui peut permettre de faire d'autres sports aussi en même temps? Oui, parce que les sports de glace, il y en a plein quand même. Ah non, mais ça, les sports de glace, c'est pas ce qui manque. Quand on voit en ce moment, il y a le curling, il y a tout ça, donc il y a de quoi proposer plusieurs sujets. Absolument. Puis si vous faites une bipiste, l'avantage, c'est qu'il y a toujours une piste disponible pour les associations pendant qu'on peut faire du public sur l'autre piste. Et ça coûte pas beaucoup plus cher d'avoir 2 pistes. Ça coûte quand même, c'est avec un petit peu plus, par les temps qui courent, c'est compliqué, mais par contre l'idée, la volonté, on sent qu'elle est là, vous êtes motivé par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire que les projets actuels qui sortent sont toutes des bipistes. Soyons honnêtes, Cergy c'est une bipiste, Marseille c'est une bipiste, Angers c'est une bipiste, Cham ce sera une bipiste, Nice ce sera une bipiste. Et oui, parce que ça permettrait quand même à la région Occitanie d'avoir une équipe en première, comme on dit, et oui, justement même en élite. Voilà, en élite, c'est ça, ça serait intéressant. Oui. Donc après, le format encore au-dessus, c'est le format des grosses arènes, comme ça existe parfois à l'étranger. Donc là, vous êtes au-dessus de 6000 places, et vous avez plusieurs endroits dans le monde qui ont ce genre de structure. Donc c'est-à-dire qu'il faut partager le lieu de pratique avec d'autres sports professionnels ou d'autres activités. Et il y a des systèmes convertibles qui font qu'un jour c'est une patinoire, le lendemain c'est une salle de spectacle, quoi. On avait connu ça au lancement du Paris-Bercy à l'époque, c'était un petit peu ce qui se faisait. Un petit peu, mais voilà. La glace, il fallait un certain temps quand même pour faire la glace. Alors que je sais que tout au début, c'était le principe de les arénas modernes, voilà. Vous défaites plus la glace. C'est ça. On la recouvre, mais on la défait plus. Ce qui fait que vous pouvez très bien faire un match de hockey un mardi soir, le mercredi vous faites un match de hand, le jeudi vous faites du basket, le vendredi vous faites à nouveau du hockey, et le samedi vous faites un spectacle. Et donc la version ancienne de tout ça, c'est Mériadec à Bordeaux, qui a une grande patinoire, qui était aussi une salle de spectacle. Donc, et qui est devenue uniquement une patinoire. Et ça, on a des... Alors, plus concrètement, est-ce que vous avez des dossiers déjà qui sont lancés dans cet esprit-là, si on peut en parler ou pas ou... On a beaucoup de discussions. Voilà. Et on lance la discussion, donc on relance un petit peu. On va pousser derrière vous, comme en mêlée, comme on dit dans le rugby. Voilà. Il y a quelques années, on pouvait parler dans le désert que c'était à peu près pareil. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des élus qui sont intéressés à notre écoute. La crédibilité d'avoir un spectacle qui attire tout le temps plus de monde, d'avoir tout le temps plus d'enfants qui viennent, à partir de 4 ans, là, qui viennent découvrir le hockey sur glace, c'est une crédibilité. Ça leur permet de voir aussi que pour les séances publiques, parce qu'on parle si on compare avec les piscines, il y a beaucoup de public qui vient aux séances publiques. Donc, et tout ça mis ensemble, ça fait que c'est une vraie question qui se pose en termes de développement d'infrastructures et développement de politique sportive. Pour compléter ce que dit Michel, aujourd'hui à Blagnac, pendant les vacances scolaires, vous faites entre 1200 et 1500 personnes par jour. C'est-à-dire sur la période des vacances, il passe entre 24 et 25 000 personnes dans la patinoire. Donc ce sont des lieux qui sont très 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 fréquentés, et de plus en plus. Alors on ne peut pas vous contrecarrer que c'est un problème de rentabilité ? Sur les vieilles installations peut-être, mais quoique. Si j'ai bien entendu, une fois à Blagnac, ça revient à 2,50 € par habitant. Ils arrivent aujourd'hui, avec la masse de gens qu'il y a, on arrive à équilibrer les frais de fonctionnement. Soyons honnêtes, pas plus. Et avec les patinoires modernes, là, c'est beaucoup plus facile de rentabiliser parce qu'on a beaucoup moins de charges au niveau du fonctionnement. Et donc, en maintenant les prix qu'ils font aujourd'hui, ils arriveront à rentabiliser les installations, d'autant que si vous prenez Blagnac, par exemple, ils vont fermer début mai et ils vont réouvrir début septembre. Donc, ça fait quand même 4 mois sans exploitation du tout. Alors qu'avec les patinoires modernes, comme elles sont très bien isolées, vous ne fermez pas. Et on ne peut rien faire sur cette patinoire actuelle, il n'y a pas de transformation possible sur la patinoire de Blagnac. Ça coûterait presque plus cher de refaire Blagnac que d'en faire une nouvelle. D'accord. Ouais, il y a une question de génération là. Donc,
Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que ça semble pas intuitif, mais vous avez des gens qui vont dans les centres commerciaux pour se rafraîchir en été. Il y a de plus en plus de gens qui vont l'été à la patinoire de Toulouse, là, aux Argoulets, juste pour se rafraîchir en fait. Donc c'est une finalité qu'on n'a pas du tout envisagée, mais aujourd'hui, les patinoires peuvent fonctionner les 12 mois de l'année avec des finalités qui peuvent être différentes. Ça serait une rentabilité effectivement intéressante, bien sûr. Et on parle de politique de développement aussi, parce que avoir un club dans une ville, les clubs pro peuvent tous dire la même chose, c'est de l'image, ça coûte toujours de l'argent, donc il y a vraiment des choix politiques. Ça coûte, mais ça en rapporte aussi, parce que si du coup il y a du public qui vient, ça remplit aussi les salles, si vous arrivez effectivement à avoir des résultats. Je crois qu'il faut peser, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, on fait du transport, il y a du tourisme, tout ça, ça joue aussi, donc je pense qu'il faut réfléchir à tout ça, quoi. Absolument. Il faut une volonté humaine et politique sûrement. Et financière. Et on a une dernière question pour conclure cet échange, une question pour tous les deux. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos auditeurs qui souhaiteraient découvrir le hockey sur glace ou rejoindre votre club, que ce soit des enfants, des féminines Il faut oser déjà, oser venir. Alors, pour beaucoup, c'est déjà fait, mais on fait des gros efforts pour les enfants. On a un agrément académique là, pour que les écoles puissent nous appeler lorsqu'elles réservent leur créneau à la patinoire, qu'ils puissent nous appeler pour découvrir le hockey sur glace. Donc oser, essayer, surtout pour les jeunes. On ne recherche pas du tout l'exclusivité, mais je pense qu'on est vraiment intéressé à ce que tous les jeunes puissent avoir l'opportunité d'essayer le hockey sur glace. Surtout qu'on les prend à partir de 4 ans. Donc 4 ans, c'est jeune, mais il faut un certain temps pour apprendre à patiner et à manier la crosse en même temps. Donc plus ils commencent jeunes, mieux c'est. Et pour du coup toutes les personnes intéressées pour s'inscrire, pour quoi que ce soit, où est-ce qu'on peut trouver davantage d'informations ? Alors soit ils viennent sur le site tbh.fr, soit ils écrivent directement à école@tbh.fr et là on leur répondra en fonction de leur demande. Il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que je vais vous dire en dernier ? Et le sport, donc ouvert aux filles et aux garçons. Un grand merci à tous les deux pour cet échange passionnant. Nous souhaitons une excellente saison au Toulouse-Blagnac Hockey Club et à la Ligue Occitanie de hockey sur glace. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci beaucoup à vous. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec notre invitée Mélanie Révéla. Et si on parlait de sport, mi-temps. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous avons le plaisir d'accueillir Mélanie Révéla, coach spécialisée dans la reconversion des athlètes. Bonjour. Bonjour Pauline et Laurent, merci de m'accueillir. Alors Mélanie, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nous parler de ton parcours ? Oui, tout à fait. Tu l'as bien mentionné, donc je suis coach spécialisée dans la reconversion des athlètes. Donc je les aide vraiment à trouver le projet professionnel qui les passionnera autant que le sport après leur carrière sportive. Et j'ai fondé du coup l'entreprise qui s'appelle Athlète Reconversion. Comme ça, c'est droit au but, il n'y a pas d'hésitation, c'est très clair. Avant ça, je faisais du coup quelque chose de complètement différent. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie spatiale, plutôt sur des domaines vente, marketing et management. Et à côté de ça, du coup, à côté de la reconversion des athlètes, je suis une pratiquante passionnée de sport. Aujourd'hui, je pratique le beach volley en compétition au club qui s'appelle le Beach Volley Toulousain. Et je pratique aussi le crossfit et le pilates et le yoga à la maison. Très sportive donc. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cet accompagnement dédié aux sportifs ? Alors c'est vraiment l'histoire de mon parcours et de ma propre réflexion autour de ma reconversion. Donc comme je l'ai mentionné, je faisais autre chose avant. J'ai toujours été passionnée de sport en fait. J'ai eu le coup de foudre en fait pour le handball quand j'ai mis le pied sur un terrain de handball quand j'avais 10 ans. Ça a été mon premier sport. Et en fait, à cette époque-là, comme petite fille, c'était en plus l'essor du hand à l'époque. Enfin, j'ai commencé, c'était 2001, donc comme ça vous pouvez calculer mon âge. C'était aussi le moment où le handball a énormément pris dans les années qui ont suivi. Et comme je rêvais d'équipe de France, etc. Et en fait, je me suis énormément blessée en étant très jeune. Ma première grosse blessure, c'était à 11 ans. La deuxième à 14, première opération à 17 ans. Donc j'ai très très vite compris, j'étais assez lucide que physiquement parlant, ça serait pas possible.
Et puis après, il y a aussi l'environnement familial qui fait que des fois, on est orienté vers un parcours d'études. Donc, j'ai fait des études en école de commerce et j'ai démarré dans l'industrie spatiale, dans l'industrie dans laquelle je me suis vraiment éclatée. C'était génial aussi. Il y a des similitudes avec le sport dans le sens où il y a des gens qui sont passionnés. Il y a un petit peu cette culture de l'excellence aussi. Et j'ai eu énormément d'opportunités. Notamment, j'ai travaillé en Australie pendant 2 ans. Enfin voilà, je me suis vraiment éclatée. Et en même temps, à côté de ça, à chaque changement de poste, je me disais, le prochain, ce sera dans le sport. Voilà, le prochain, ça sera dans le sport. Donc, je scrollais les annonces du Comité international olympique. Je songeais à me former pour être coach sportive. J'ai jamais passé le pas parce que, d'une part, je m'amusais dans mon travail et puis le projet était pas mature, donc forcément, voilà, je mettais rien en place. Jusqu'au jour où j'ai fait, on va dire, j'ai frôlé le burn-out. J'ai fait un épuisement professionnel assez sévère et je me suis remise en question et je me suis dit, là, c'est vraiment, ça fait 10 ans que je parle de travail dans le sport. C'est le moment. Il faut que je concrétise ça. Il faut que je trouve ce qui me fait vibrer pour concrétiser ce projet-là. Et donc j'ai commencé à chercher. J'ai pris une formation en autonomie, une formation en ligne d'introspection au départ. M'a permis de bien avancer. Puis ensuite j'ai pris un coaching quand je voyais que je bloquais, ce qui est assez normal en reconversion. On pourra peut-être y revenir. Et je suis arrivée devant ma coach et je lui ai dit, voilà, j'ai une certitude. Je veux que mon métier comporte du sport et du coaching. C'est le seul truc que je peux dire, mais il faut qu'on trouve quelque chose à partir de là. Donc bon, voilà, c'en est en suivi quelques séances de coaching. Et assez rapidement, en fait, on arrive sur la préparation mentale quand on a ces 2 seules indications. Et en fait, je savais au fond de moi que c'était pas ça. Donc c'était dur aussi parce que c'était le truc qui semblait le plus logique et je savais que c'était pas ça. Et voilà, on a continué à travailler jusqu'au jour où en fait j'ai eu le déclic. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, en fait, j'ai repensé à 2 de mes connaissances qui étaient sportifs de haut niveau, qui avaient arrêté leur carrière sur une non-qualification aux Jeux Olympiques, donc de Pékin et de Rio respectivement. Et voilà, j'avais partagé à l'époque avec elles les difficultés qu'elles avaient éprouvées, qui étaient très différentes selon les 2. Et en fait, là, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Le sujet reconversion, ça fait 10 ans que j'y pense, donc c'est un sujet qui me parle. Il y a du sport parce que ça concerne les athlètes et il y a le côté passage vers l'entreprise, milieu que je connais très bien, du coup, puisque j'y ai fait 10 ans et notamment avec des fonctions de management. Et j'aimais beaucoup accompagner mes équipes à évoluer professionnellement, etc. Et là, ça a été vraiment mais le déclic, en fait. Le déclic à tel point que les crises d'angoisse que j'avais de cet épuisement professionnel à l'époque se sont arrêtées quasiment du jour au lendemain. En quelques semaines, j'étais inscrite à une école de coaching et en avant, le plan était tracé, quoi. Et justement, quels sont les principaux challenges auxquels les athlètes font face lors de leur reconversion ? Alors, ils sont multiples et ils sont différents de quelqu'un qui fait une reconversion normale. Déjà, c'est le timing de la reconversion. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas toujours le moment où ils vont arrêter leur sport et où ils vont devoir changer parce que dans le meilleur des cas ils le choisissent parce que ils veulent arrêter pour diverses raisons, parce que c'est l'âge, parce qu'ils ont d'autres projets et parfois il y a la blessure. Donc déjà le timing, c'est le premier challenge. Ensuite il y a le challenge du fait qu'ils développent vraiment plein de compétences en sport qui sont transposables en entreprise, mais ils en ont pas toujours conscience et on a beau le leur dire parce que heureusement c'est un sujet dont on parle de plus en plus souvent. On mentionne la résilience, la capacité d'apprentissage, la communication, etc. Mais en fait, juste le dire, ils ont du mal à l'appliquer à eux-mêmes. Et sans analyse approfondie en fait de leur cas spécifique et comment ils peuvent le transposer à un projet professionnel pour eux, ils ont du mal à vraiment l'intégrer. Il y a aussi parfois le fait que les sportifs, pour pouvoir mener à bien leur carrière sportive, ils font un choix d'études des fois par défaut. Ce qui fait que ça va bien pendant le sport et en fait, quand ils arrêtent leur sport et qu'ils se retrouvent à travailler dans le domaine dans lequel ils ont étudié, parfois ils se disent en fait c'est pas fait pour moi. Et des fois, il peut y avoir un sentiment d'échec, de se dire je vais pas recommencer à zéro, j'ai déjà ce diplôme-là. Bon, voilà, ça fait partie des challenges. Un autre challenge aussi, et ça c'est vraiment peut-être une des particularités aussi par rapport à quelqu'un de lambda. Moi j'aime bien, je viens de l'univers Harry Potter, j'aime bien dire les moldus. Quelqu'un qui n'est pas sportif de haut niveau, c'est que en fait, un moldu, quand il veut se reconvertir, souvent c'est que son premier choix professionnel, c'est pas son choix de cœur et il veut aller vers son choix de cœur. L'athlète, il a déjà eu son métier de cœur et en fait, il doit changer vers autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que son prochain métier ne lui plaira pas autant. S'il fait vraiment cette réflexion, il peut vraiment trouver un métier et un domaine dans lequel il va s'épanouir autant que le sport. En tout cas, ça fait partie du challenge. Et donc, toutes ces conditions-là, ça fait d'une part que
un bilan de compétences classique, il fonctionne pas toujours avec un athlète de haut niveau parce que ces spécificités-là font que il faut les prendre en compte. Et après, ce que je veux mentionner quand même, c'est que tous ces challenges que j'évoque, c'est pas pour faire peur. C'est vraiment pour en prendre conscience parce que moi, en tant que coach, en tant que personne, je suis convaincue que quand on prend conscience des choses déjà, c'est vraiment le premier pas pour pouvoir les transcender et y apporter des solutions. Tous ces éléments-là, tous ces challenges-là ne sont pas des fatalités. L'important, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour faciliter cette transition du sport vers l'entreprise au moment voulu. C'est sûr que la difficulté qu'ont les sportifs, on le voit, c'est cette fin de carrière. Ils ne sont pas forcément préparés à ça, ils sont à fond dans leur passion. Passion, ça soit du foot, du hand, de ce qu'on veut. Ils sont dedans et c'est l'échéance. C'est quand surtout que ça s'arrête assez jeune. Malgré tout, rares ceux qui vont jusqu'à 40 ans, ça dépend les sports, mais en gros, c'est aux alentours de la trentaine quand même, 30-35 ans. Et donc là, se remettre dans un monde, et j'imagine très bien cette appréhension des athlètes, c'est se remettre dans un monde professionnel avec le bureau, le machin. C'est pas du tout ce qu'ils ont vécu. Donc il y a des repères aussi qui leur manquent. Oui, tout à fait. Alors, tu l'as évoqué, l'âge moyen de la retraite d'un sportif, c'est 34 ans au niveau international. On va dire 35 pour faciliter la chose. Ça dépend évidemment des sports et des histoires de chacun. Et comme tu dis exactement, il y a des repères, en fait. Dans le sport, on vit des émotions très, très intenses qu'on ne vit pas forcément dans un autre métier ou pas de la même manière, pas les mêmes tout simplement parce que c'est pas le même domaine. Donc, on vit des émotions très, très intenses avec quand même souvent des coéquipiers et ou un staff duquel on est très proche. Donc quand tout ça s'arrête, il y a une perte de repères justement en termes de relations personnelles, même si c'est du professionnel, ça va souvent un petit peu au-delà de ça. Il y a des pertes de repères en termes de calendrier aussi. Souvent un sportif de haut niveau, alors en fonction de son sport et de son niveau de professionnalisation aussi, il va s'entraîner de nombreuses heures par semaine, plus la prépa mentale, la récup, etc. C'est autant d'heures dans un calendrier qui sont libérées. Et souvent, au départ, on se dit « Ah chouette, je vais pouvoir faire autre chose », ou pas, hein, mais au final, il faut le combler, ce temps-là, et le combler avec quelque chose qui nous nourrit autant. Donc voilà, toute une perte de repères, effectivement. Et alors, tu as un programme qui s'appelle Reconversion gagnante. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son fonctionnement ? Oui, absolument. Donc, comme je l'ai évoqué, je me suis formée à plusieurs techniques de coaching, dont une qui s'appelle la programmation neuro-linguistique, PNL. Donc, c'est un terme qu'on entend beaucoup en développement personnel et en coaching, et au bilan de compétences quand même, puisque y a aussi des outils intéressants à tirer de ça. Et donc j'ai vraiment construit mon accompagnement avec ces connaissances-là que j'avais du coaching, du bilan de compétences et de la réalité du sportif, de l'athlète. Donc j'ai construit ce programme Reconversion gagnante en 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de la connexion, donc connexion à soi, vraiment. Donc là, l'idée c'est que l'athlète, il fasse une introspection profonde de qui il est. Il ou elle, hein, évidemment, je vais parler au masculin par facilité. Donc, qui l'athlète est au-delà de son sport, en tant que sportif évidemment, mais aussi au-delà de son sport. Et puis, qui c'est qui veut devenir ? Quels sont ses besoins ? Quelles sont ses valeurs ? Quelles sont ses ambitions, ses attentes dans la vie ? Ensuite, ça fait toujours partie de la partie connexion. Ensuite, on passe sur les compétences. C'est vraiment dans un second temps. Et je pense que c'est ça qui fait la force de mon accompagnement. Et c'est ce que mes clients me disent d'ailleurs, hein, c'est qu'on y passe dans un second temps. Évidemment, là, on va voir ensemble toutes les compétences. On le mentionnait tout à l'heure, c'est cette analyse profonde de prendre conscience des compétences qui sont transférables à l'entreprise. Une fois qu'on a fait cette étape de connexion, en fait, on a une image de qui on est, qui on veut devenir, en termes de personnes, en termes de compétences. Et on passe sur la deuxième phase, qui est la phase d'exploration, où là, l'idée, c'est d'aller premièrement explorer les métiers qui peuvent répondre à toutes les attentes que le sportif a sur sa vie, ses attentes professionnelles, ses valeurs, etc. Et ensuite, aller les vérifier sur le terrain. Souvent, on se fait des idées, des métiers qui sont un petit peu biaisés, parce que soit on les connaît pas du tout, soit parce qu'on en a une expérience partielle. Et l'idée, c'est d'aller vérifier sur le terrain que le métier qu'on a en vue correspond vraiment à la réalité et à nos attentes, qui va vraiment nous correspondre. Ensuite, on arrive en troisième phase, qui est la phase de sélection. Bon, ça parle, le nom parle pour lui-même, c'est l'idée est de sélectionner son projet professionnel. Et ensuite, sur la quatrième phase, qui est la phase action, donc là, on va mettre en œuvre, on va réfléchir à tout le plan d'action pour mettre en œuvre le projet professionnel. Est-ce que ça passe par des études ou pas ? C'est pas toujours le cas, et ça je veux vraiment le mentionner parce que forcément à 35 ans on n'a pas forcément envie de se remettre dans des études plus ou moins longues. Après on a aussi des croyances sur les études c'est pas forcément 2, 3 ans, 5 ans, hein. Ça peut être des formations plus courtes.
Voilà, mon accompagnement, il est vraiment personnalisé et individualisé à chaque athlète pour prendre en compte en fait toute leur réalité et leurs contraintes. L'athlète de 35 ans avec une famille n'a pas les mêmes contraintes que l'athlète de 25 ans qui est peut-être un peu plus souple dans son projet. Ce qui est très amusant, c'est que tu leur proposes un combat, puisque tu as appelé tes différents stades, round 1, round 2, round 3, round 4. C'est très boxeur comme approche, et je pense que ça peut séduire ceux qui nous écoutent. En tout cas, c'est assez sympathique. Donc, on est dans ce combat, donc leur permettre de se remettre un peu sur le terrain, et tu enchaînes donc avec 4 étapes, ce que tu expliquais tout à l'heure, et tu continues d'accompagner ces athlètes une fois que tu as fini ces 4 étapes. Voilà. Alors, l'objectif de reconversion gagnante, c'est vraiment de trouver le projet professionnel et de le mettre en œuvre. Une fois qu'on a fait ça, je leur propose une 3e mi-temps. Hein. On est à Toulouse quand même. Et oui. Je leur propose du coup, par le biais d'une plateforme de formation, tout un tas de vidéos pour faire des candidatures réussies avec toute une méthode que j'ai élaborée aussi lors de mon parcours en entreprise. Donc voilà, bien élaborer sa stratégie de candidature, même si on le fait dans la 4e phase action ensemble. Une vidéo pour constituer son CV, faire une lettre de motivation, réseauter, etc. Vraiment les accompagner en fait, tu les prends vraiment en charge, voilà. Vraiment, je les accompagne et évidemment, moi je m'attache forcément aux athlètes que j'accompagne. Donc une fois que l'accompagnement est terminé, oui, je suis toujours ravie d'avoir des nouvelles de leur part et si je peux les aider en répondant à une question par texto, en les mettant en relation avec une entreprise ou en voyant une annonce d'offre d'emploi que je vois passer, même si l'accompagnement est fini, oui, je garde ce lien et je vais leur envoyer ça, tout à fait. Et quelle est ton approche en tant que coach pour aider les athlètes à surmonter leur blocage ? Alors, voilà, moi je suis issue de la programmation neurolinguistique, comme je le mentionnais. Bon, déjà, je fais un petit disclaimer, il n'y a pas d'approche miracle pour dépasser un blocage et je ne peux pas donner une solution miracle au micro comme ça. C'est vraiment, encore une fois, selon les personnes. Déjà, il faut comprendre à quoi est dû le blocage. Est-ce que, si on arrête sur le sujet de la reconversion, est-ce que le blocage, il est que l'athlète n'a jamais pensé à sa reconversion? Est-ce que c'est qu'il a pensé à sa reconversion, mais il n'a pas la méthodologie? Moi, je n'appellerais pas ça un blocage, j'appellerais ça un manque de connaissances ou de méthodologie ou de réflexion. Donc déjà, ça, c'est une première étape. Si vraiment on arrive sur un blocage, souvent les blocages, ça va être des questions sous un blocage, ça va être des questions de peur ou d'émotion ou de croyance. Et donc là, encore une fois, c'est individualisé. Avant de partir là-dessus et de donner des exemples concrets, parce que je pense que ça parle mieux, en programmation neurolinguistique, on part du postulat que tout comportement a une intention positive. Alors c'est le terme qu'on utilise, intention positive, en termes plus courant, on va dire que tout comportement a un avantage ou un bénéfice pour la personne. Par exemple, la peur, c'est une émotion pas très agréable et souvent elle est à l'origine d'un blocage, elle fait partie du blocage. La peur, elle est déclenchée par un danger et son intention positive, c'est de se protéger. Donc en fait, avoir peur lors d'une reconversion, c'est normal. C'est cette émotion qui dit attention, il y a quelque chose de nouveau, potentiellement il y a danger, réel ou pas, protège-toi. Donc, pour chaque individu, on va aller chercher vraiment l'origine du blocage. Ok, est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est une croyance? À quoi elle est due? De quoi tu as peur, par exemple? Et quelle est l'intention positive de cette peur? Parce qu'une fois qu'on a ça, en fait, on va pouvoir mettre les actions en place pour répondre à cette intention positive d'une autre manière. Ça peut être aussi des croyances. Là, c'est tout un tas de choses. Il y a une croyance qui revient beaucoup, c'est que de réfléchir à son après-carrière pendant la carrière sportive, ça fait contre-performer. Ça, c'est une vraie croyance et les études scientifiques, elles l'ont prouvé. C'est la peur panique. C'est déjà, on veut pas, on repousse un peu l'arrivée, la fin, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, panique... C'est la petite mort du sportif, comme on dit dans le jargon. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Donc, alors, je déteste ce terme. Oui, mais c'est souvent ce qu'on entend. Et effectivement, c'est ça qui pose un peu problème. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain âge, on se dit, ça y est, c'est la fin. Et donc ça doit faire ce blocage-là si on commence à y réfléchir trop tôt. Donc c'est vrai que là, ton travail, il est intéressant par rapport à ça. C'est de les rassurer, finalement. Oui, alors mon travail va au-delà de les rassurer, c'est vraiment de comprendre qu'eux-mêmes prennent conscience de leurs propres mécanismes et comportements pour pouvoir les dépasser, en fait. Et après, donc là, j'ai parlé de la peur parce que c'est assez générique, mais ça va vraiment être
très personnel. Ouais, j'ai une athlète qui a un diplôme d'ingénieur et qui a la croyance dans son entourage, sa famille, que l'ingénierie, c'est un métier noble, un métier reconnu. Sauf qu'en fait, elle a commencé à travailler après sa carrière sportive. Elle déteste ce qu'elle fait, donc c'est pour ça qu'elle est venue me voir. Et elle a identifié d'autres métiers pour lesquels elle semble passionnée et en fait, elle reste bloquée. Donc là, on a un blocage dû à une croyance. Elle reste bloquée parce qu'en fait, dans son entourage, L'environnement, oui, bien sûr. voilà, il y a cette croyance que l'ingénierie, c'est le métier noble. Je l'ai mentionné, blocage, intention positive. Peut-être, là c'est une supposition que je fais, peut-être que l'intention positive de son blocage est que elle veut rester acceptée dans son environnement qui croit que l'ingénierie, c'est le métier noble. Donc c'est positif pour elle. Après, à elle de choisir si elle est prête à dépasser ce blocage ou pas pour son propre épanouissement professionnel. Et combien de temps dure tout cet accompagnement en moyenne ? Alors en moyenne, encore une fois, je m'adapte à l'athlète et à son calendrier, on va dire entre 5 et 10 mois. Ça va dépendre de la disponibilité de l'athlète, de son envie d'aller plus ou moins vite. Je préconise, si possible, sur les premières séances, sur la partie connexion, de faire une séance par semaine ou vraiment toutes les 2 semaines, grand maximum. Et après, sur la phase d'exploration et puis de sélection, là, on va pouvoir espacer les séances. Il y a des athlètes pour lesquels ça va être évident. Très rapidement, une fois qu'ils ont passé la première phase, en fait, ça s'enchaîne très vite et ils identifient très très vite le projet. Et il y en a d'autres, comme cette athlète que je mentionnais qui a identifié les métiers et qui a besoin d'un peu de temps pour réfléchir et dépasser sa croyance, qui va mettre un petit peu plus de temps. Donc voilà, en moyenne entre 5 et 10 mois, on va dire. Et pour conclure cet échange, si tu avais un conseil à donner à un athlète en pleine réflexion sur sa reconversion, quel serait-il ? C'est une bonne question. Alors, c'est tellement différent, je ne peux pas donner le même conseil à un athlète qui a 22 ans et qui est en début de carrière que quelqu'un qui est dans ses 35 ans. Si je dois donner un conseil global, c'est de manière générale, c'est d'être proactif sur le sujet. C'est-à-dire de s'intéresser à autre chose que son sport. Alors, pas forcément à autre chose que son sport, mais de s'intéresser à divers sujets. Si c'est vraiment le sport, le sujet passion, et qu'il y a une envie de rester dans le sport après, très bien. C'est de conscientiser, ok, qu'est-ce qui m'intéresse dans le sport ? Est-ce que c'est plutôt la partie... être entraîneur, est-ce que c'est la partie préparation mentale, est-ce que c'est la partie préparation physique, nutrition du sportif ? Voilà, ça peut être de conscientiser ça. Tiens, j'ai un intérêt particulier sur ce domaine-là. J'aime échanger avec mon kiné là-dessus, ou j'aime échanger avec mon prépa mental là-dessus. Et ça peut être aussi en dehors du sport. Cultiver les sujets d'intérêt, et ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être l'immobilier, les finances, les médecines douces, l'ingénierie, la technologie. Vraiment déjà, si j'ai un conseil là-dessus, c'est de cultiver des sujets, en avoir conscience et être proactif dans ces domaines-là, dans le domaine des centres d'intérêt. Et le deuxième conseil, c'est aussi de cultiver son réseau professionnel. Que ça soit, on a tous du réseau, que ça soit par les partenaires sportifs, les sponsors, dans un club professionnel ou même parmi les sponsors, et puis l'entourage, que ça soit les parents d'un coéquipier qui font tel ou tel métier, les amis, bref, vraiment de cultiver son réseau, d'être curieux, de s'interroger sur les métiers et s'intéresser à divers sujets. Pour les sportifs et sportives potentiellement intéressés, où est-ce qu'ils peuvent trouver davantage d'informations ? Alors déjà sur mes réseaux sociaux et mon site internet. Donc c'est assez simple, athlète au pluriel reconversion, donc athlète au pluriel .reconversion sur Instagram, Mélanie Révéla sur LinkedIn. Mon site internet c'est athlète reconversion tout attaché, athlète toujours au pluriel. Et j'ai également mon podcast sur lequel je fais intervenir des athlètes reconvertis qui parlent de ce moment de la transition, comment ils l'ont vécu et qui présentent également leur nouveau métier. Et ça, c'est assez intéressant aussi pour découvrir des métiers et découvrir comment d'anciens athlètes s'épanouissent dans leur nouvelle vie. Donc pareil, le podcast Athlète Reconversion sur Spotify et Apple Podcast. Et sur le site internet, et si on parlait de sport, bien sûr, puisque on te retrouvera grâce à cette émission sur le site avec tout ce que tu viens de nous dire. Un grand merci à toi en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup pour d'être passé à l'antenne pour nous partager ton expérience et bonne continuation pour la suite de tes projets. Place à la chronique spéciale consacrée au prestigieux tournoi Destination de rugby à 15 en compagnie d'Henri Broncan, Jean-François Imbernon et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique.
Et dernière chronique spéciale consacrée au tournoi des 6 Nations 2025 en compagnie de nos invités Jean-François Imbernon, ancien deuxième ligne de l'USAP et de l'équipe de France, Henri Broncan, illustre et ancien joueur et entraîneur gersois, et Bernard Pujol, tout récent président du comité olympique qui a été élu il y a quelques jours. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on va, avant de démarrer et de revenir bien sûr sur ce qui s'est passé ce week-end en Écosse, contre l'Écosse, avec Henri dans quelques temps et Jean-François. Petit retour d'abord sur l'équipe d'Écosse dans ce tournoi et on va demander à Bernard. Bernard, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'histoire et des chiffres du rugby écossais. Commençons donc par les origines. Peux-tu nous rappeler comment tout a commencé pour le 15 écossais ? Avec grand plaisir. Le rugby écossais a débuté son histoire en 1871 en jouant contre l'Angleterre. Ce fut la première rencontre internationale de l'hémisphère nord. Le 15 du Chardon, ainsi appelé, l'a emporté 4-1 devant 4000 spectateurs. Le rugby écossais a les mêmes origines que chez ses voisins de Grande-Bretagne. On en a parlé sur les chroniques précédentes. Ça, c'est du football rugby qui est devenu, avec ses règles, du rugby de maintenant. Et il se pratique en Écosse, comme chez les voisins du Royaume-Uni, essentiellement en collège et université. Et au niveau du tournoi des 5 et 6 nations, quel est ce bilan des Écossais ? Depuis le début du tournoi des 5 et 6 nations, l'Écosse a remporté 22 titres pour 14 victoires seules et 4 grands chelems. Depuis 2000, la sélection écossaise n'a plus remporté le tournoi. Le premier match entre l'Écosse et la France s'est tenu en 1910 pour le compte du tournoi des 5 nations. Le 15 du Chandon l'avait emporté 27-0. L'année suivante, dans un stade de Colombes surchauffé, nos coqs avaient gagné 16-15. La France, pour la première fois, s'est imposée en Écosse en 1921 sur le score fleuve de 3-0. Par ailleurs, c'est en 1925 que la Scottish Rugby Union, fédération de ce même pays, acheta un terrain et y avait fait construire le mythique et champêtre stade à Murrayfield. En 1926, le 15 du Chardon gagne à Paris et cette même année, la première sélection à battre les Anglais, dont je parle de l'Écosse, sur la pelouse de Twickenham sur un score de 20-6. Il en reste du nombre au tableau, d'après ce que tu nous expliquais. Effectivement, on va mettre le couvert puisque durant les années 60, l'Écosse rayonne sur le rugby et donc le tournoi des 5 nations. La seule ombre du tableau dont tu parlais est sa cueillère de bois en 1968. Alors, il y a ainsi un élément fort de l'identité écossaise dans le rugby. On est tous charmés par ça, c'est l'hymne. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je peux même vous le chanter, mais là je suis un peu enroué, j'ai passé le week-end à Paris et j'ai encore les frissons. N'en ris pas, Jean-François, ne ris pas des gens fatigués, malades. Chante quand même si t'es un peu enroué, on voudrait entendre. Je vous en prie, vous savez que j'ai un bel organe. Non, vous en profitez. Oui, vous profitez de moi, profitez-en. Parce que c'est en duplex, L'Écosse est très fière de son magnifique hymne Flower of Scotland. On l'a encore vécu et j'étais en live, j'ai eu ce privilège, cette chance samedi soir. C'est vraiment un très 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 grand moment que le Flower of Scotland. Il faut savoir que Flower of Scotland, pour la première fois, a été instauré et joué, chanté en 1990 à la place du God Save the Queen ou The King maintenant, samedi dernier au SDF. Pourquoi ? Parce que les Écossais ont voulu absolument que cet hymne soit chanté, parce qu'il représente toute la fierté, tous les combats guerriers de toutes ces guerres sur les terres du Royaume-Uni, et c'est vraiment entonné accompagné des cornemuses, un bel hymne, je dirais c'est peut-être un des plus beaux, à part la Marseillaise. Alors, il y a plusieurs joueurs qui ont marqué l'histoire du rugby écossais. Est-ce que tu peux nous parler de ceux qui te semblent incontournables ? Alors effectivement, il y a déjà Jean-François Imbernon qui a beaucoup marqué les Écossais du rugby, mais ça te fait rire, Jean-François ? Oui, non, je ne vois pas de quoi tu parles. Nous y reviendrons plus rien. Plus loin. Parce que moi, je suis un grand psychologue, alors... Pour pas dire sophrologue. Pas dire sophrologue. Bon, je vais reprendre le fil. Ils sont vraiment dissipés, mais bon, c'est les jeunes, c'est comme ça. Donc, il y a effectivement des joueurs qui ont marqué l'histoire du rugby écossais. Je vais en citer une vingtaine, et les absents ou ce qu'on n'a pas cité nous en excuserons. Alors, sans ordre de priorité de date, Colin Deans, tous ces noms résonnent dans les oreilles. David Leslie, Finlay Calder, Wilson Shaw, Roy Ledlow, Aleister Mike Harg, Jim Telfer, le requin blanc,
John Jeffrey, Scott Hastings, Gary Armstrong, Gavi Hastings, le frangin, John Rutherford, Gordon Brown, Gregor Townsend, actuel sélectionneur du 15 du Chardon et qui a joué à Castres, Jack McLaughlin, le légendaire Ian Smith, recordman du nombre d'essais avec 24 réalisations, Jim Renwick et pour terminer cette liste, l'élégantissime, tout autant qu'efficace arrière, Andy Irvine. Il faut citer Ross Ford, qui a joué entre 2004 et 2017. Il est le recordman de sélection avec 110 caps. Celui qui a marqué le plus grand nombre de points est Chris Patterson, qui a joué entre 1999 et 2011 avec 809 points. À noter que le facétieux, toujours en exercice, Finn Russell est quatrième avec 415 points. Et donc également un grand marqueur et toujours en exercice. Le meilleur marqueur d'essai à ce jour est le puissant et toujours en activité, Duhan van der Merwe, avec 32 réalisations. Il était d'ailleurs samedi soir sur la pelouse, boitillant un peu, ce qui nous a peut-être rendu service, sans dire du mal des autres. Alors Bernard, comment se porte le rugby maintenant écossais sur la scène internationale ? Alors pour le rugby écossais sur la scène internationale, l'Écosse reste une grande nation du rugby. Elle est classée 8e au ranking, même si ça bouge un peu toutes les semaines comme à la Bourse de Paris. Elle a été demi-finaliste de la Coupe du Monde en 1991, même si le 15 du Chardon peine depuis l'avènement du professionnalisme depuis 1995. On peut compter sur les Écossais pour faire perdurer ce grand sport qui est dans leur cœur, dans leur âme, nous laisser à jamais le plaisir de savourer pour toujours le Flower of Scotland. Merci Bernard pour ce retour passionnant sur l'histoire et les chiffres du rugby écossais. On va maintenant revenir un peu sur l'actualité, Bernard, si tu veux bien, avec Henri et Jean-François. Tous les deux, vous avez donc vécu avec nous tous, on a tous poussé derrière l'équipe de France, qui a remporté son match contre l'Écosse. On va peut-être d'abord en parler avec ce bonus offensif. Henri et Jean-François. J'ai un trou de mémoire. Jean-François, voilà, un petit peu le point sur ce premier match, d'abord, avant de faire un bilan global sur le tournoi à destination. Là, je voulais dire quand même que l'accent de Bernard, quand il épelle les noms écossais, c'est excellent. Je pense que c'est un accent écossais, c'est pas tout à fait un accent anglais. Voilà. Je te remercie, Henri. Et d'accord, c'est très bien. Non, on a vu une équipe d'Écosse, je sais que tu aimes beaucoup le jeu des Écossais, je crois quand même que tu as été gâté parce que pendant longtemps ils nous ont inquiétés. Après, je crois que nous, c'est pour ça qu'il faut laisser la parole à Jean-François. Quand nos avants sont arrivés, je crois qu'ils ont fait 5 remplaçants devant, c'est ça, tout de suite, 6 même. Ouais, 6 tout de suite. Aussitôt, on a vu des Écossais, on n'avait pas un banc de ce niveau-là et bien, on s'est vraiment imposé. Je crois que tout le monde est content, la France rayonne, tout le monde est heureux, quoi. On a posté quand même un très bon moment le samedi soir, mais il est vrai que les Écossais nous ont fait peur pendant la première mi-temps et ils ont joué, ils ont été fidèles à leur envie de jouer, avec un Russell qui pour moi quand même a déjà un petit peu fatigué parce qu'il a pris beaucoup trop de risques pour moi, mais bon, je pense que Bernard sera pas d'accord parce que lui, il aime ce style de joueur, quoi. Voilà, Russell en manquant des touches, des choses comme ça, en ne reposant pas suffisamment, ce pack d'avant qui était déjà sous pression, quoi. Voilà. Bon, ça a été une belle soirée, quoi. Voilà. Jean-François. Et pour te rejoindre, Henri, ouais, c'est sûr que bon, nous on fait comme premier quart d'heure exceptionnel, et après tu embaves un peu plus pendant 25 minutes, mais pourquoi? Parce que au lieu d'aller les chercher défensivement, on les a attendus. Et à partir du moment, comme c'est quand même des bons joueurs de rugby, dès que tu les attends, que tu leur laisses faire le mètre en plus, après ça accélère et c'est difficile à défendre. Et c'est là, comme tu dis, Henri, quand les 6 sont rentrés, et surtout Marchand, Gelon et Gécou, qui nous ont amené cette agressivité défensive qui a fait qu'on les a repoussés dans leur camp, voilà, et qu'à partir de là, on a pu construire tout ce qu'ils nous ont montré. Au-delà de la justesse... Une formidable rentrée de, justement, qui citait Marchand et Gelon. Ils ont fait, c'est pas parce que Gelon est du Gers. Marchand, on en ferait bien un fois, il n'est pas de très loin quand même, voilà. Ouais, mais ils ont été impressionnants tous les deux, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. À côté de la justesse de votre propos et de votre niveau technique, les donnes du rugby nouveau, moderne, la technologie ainsi que l'effet de jeu et les remplacements ont amené quoi? C'est que on rentre à la mi-temps avec
toutes les analyses techniques avec le refus d'un essai qui fait que les Écossais pouvaient être devant et à la mi-temps devant et repartir avec le dernier quart d'heure qu'ils avaient fait. Également des faits de jeu sans juger rouge, vert, jaune de Movaka qui effectivement ont rangé sur l'action. Ceci, c'est le rugby moderne qui effectivement a fait qu'on s'est libéré de cette partie, mais les Écossais nous ont menés comme d'habitude par leur jeu, par leur technicité, par leur fougue, l'envie de toujours aller de l'avant. Ils nous perturbent toujours un peu et samedi soir, on a vu un bon match de rugby avec une France qui a renversé par la force, le poids, le banc, et tant mieux pour nous tous. Mais Bernard, moi j'y reviens, c'est parce que défensivement, à un moment donné, on les a trop attendus, on les a regardés, on n'est pas allé les chercher. Et pourquoi, je ne sais pas, je parle de la première évidence, mais après, dès que tu fais le changement de 6 mecs là, et dès que tu rentres des mecs qui sont allés les agresser, ça a été fini, quoi. Parce que on était plus costaud, on était plus fort, il n'y a rien à faire. Après, et c'est pas pour ça que je veux dire que je leur enlève cet état d'esprit qu'ils ont, de créativité, et c'est vrai qu'ils font un rugby qui plaît, voilà. Et quand tu as des équipes comme ça, tu te régales, voilà, tu te régales de faire des matchs de rugby. Alors, on va rajouter aussi une petite chose, Bernard, on en parlait juste avant, là. Il y a eu aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que nos jeunes aussi ont gagné. Mais je vais laisser la place aux vieux pour parler des jeunes, parce que c'est ainsi au rugby, le respect des anciens, et c'est pour rire, hein, Henri Jeff, vous savez, toute l'amitié que j'ai pour vous et le respect. Je vais leur laisser parler des U20 qui remportent le tournoi, Henri Jeff, ça mérite d'être dit. Écoutez, je suis en vacances à Gruissant. Vendredi soir, c'était la soirée partenaire du club que tu connais très bien, et je n'ai pas pu malheureusement voir la rencontre de nos moins de 20 ans, donc je vous laisse les juger. Le score 45-40, c'est ça, et puis c'était surpris de cette défaite des Anglais au Pays de Galles, voilà, et donc c'est très bien quand le rugby français, c'est très très bien, ça pousse bien, ça avance partout. Avec quand même, il faut faire très attention quand il y a toujours des incidents sur les stades. Je vois, il y a eu un match arrêté dans le Gers hier, dans un pays que tu connais très bien, Bernard. Des faits de racisme samedi à Milan, en junior. Voilà, il faut quand même rester toujours vigilant. Il faut pas s'emballer, quoi. Le rugby doit se remettre en question sans arrêt, quand même. Attention. Voilà. Henri, je pense pas que le rugby, je pense que c'est un fait de société aujourd'hui. Bien sûr, tu as raison. C'est pas spécifique au rugby, je crois. Voilà, parce qu'à l'époque, ça a toujours gueulé, mais bon, jamais malheureusement, c'est dans notre société qu'on vit aujourd'hui. Tout à fait. Le rugby, c'est la vie, on le dit. Voilà, tout à fait. Voilà. La vie, la fraternité, ça fait, il y a beaucoup de choses, même si t'es pas d'accord, quoi. Ça donnera la transition toute faite, puisqu'après, il y aura une belle émission que vous écouterez, Henri et Jeff, sur effectivement la lutte contre les incivilités, les violences. Bon, je ne vais pas le déployer, qui s'appelle Respecter mon sport, qui effectivement traite de tous ces phénomènes dits de société, mais que l'on refuse au rugby. Je peux vous dire que pour l'avoir vécu, j'en ai les frissons, et j'ai chaque fois les frissons dans les matchs de rugby, avec 80 000 personnes, j'ai pas entendu une insulte, j'ai rien vu, je n'ai rien vu, nous étions dehors, ça dansait, ça buvait, tout le monde était rond, j'ai fini en kilt, Henri, pour te dire que j'ai donné mon corps, j'ai fini en kilt au pied de cochon, mais ça il faut pas le dire à l'antenne, et effectivement, dans le Gers, tu dis, effectivement, pas citer le club, j'y jouais et tout, nous on n'arrivait pas à mal finir les matchs, parce qu'à l'époque où je jouais, on les débutait très mal aussi, bon, donc j'en ai pas les mêmes souvenirs. Je rajouterais simplement qu'il y a eu 9,5 millions de téléspectateurs qui ont regardé ce match, soit 46% de part de marché, c'était une information que je voulais donner, et on terminera, parce que effectivement, si je vous laisse parler, on y passe pendant 3 heures, et j'adore ça, mais il faut quand même qu'on dise un petit mot quand même, parce que le tournoi destination masculin est terminé, je voulais quand même qu'on donne un petit clin d'œil. Le féminin commence, et c'est donc samedi 22 mars avec Irlande-France, le coup d'envoi du match qui se déroulera au Kingsland Stadium à Belfast, et ça sera donné à 14h. Voilà, donc, 14h. Voilà, et je vous encourage donc à suivre nos championnes qui vont essayer aussi de faire comme ce qu'ont fait les hommes. Merci en tout cas pour ces bons moments que vous nous avez partagés sur l'histoire du Six Nations. Vos souvenirs, vos anecdotes ont sûrement ravi nos auditeurs. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu à l'antenne de Et si on parlait sport, qui s'est transformé l'espace de quelques minutes magiques en Et si on parlait de rugby. Bien à vous tous, et vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Voilà. Et maintenant, place à la prolongation avec le quiz. Et si on parlait de sport, la prolongation.
Et voilà donc la prolongation avec nos invités. Donc on se retrouve avec nos amis du hockey sur glace et puis avec Mélanie qui elle s'occupe de la reconversion des athlètes et on va donc les opposer dans des petites questions. Alors première question pour le hockey sur glace. Donc le club le Beluga de Toulouse, Blagnac. Première question. Quel est le principal défi rencontré par les athlètes lors de leur reconversion? 3 possibilités. Premier défi, le manque de motivation pour travailler. Deuxième, la difficulté à valoriser leurs compétences en dehors du sport. Troisième, le manque d'offres d'emploi adaptées aux sportifs. Une seule réponse. A, le manque de motivation pour travailler. B, la difficulté à valoriser leurs compétences en dehors du sport. C, le manque d'offres d'emploi adaptées aux sportifs. Difficulté à valoriser leur... Moi, j'ai dit entre B et C, mais... A, B ou C. J'élimine A. Alors, on élimine Mais A. une seule réponse, il faut, de toute façon. Oui. On sent plutôt B. La- B, Gérard. Allez, B. C'est ton dernier mot? B. Alors, première question pour Mélanie. En combien de périodes se joue une rencontre de hockey sur glace? 2, 3 ou 4? En 3 périodes. Bonne réponse. On revient à nos compères du hockey sur glace avec une autre question. Question 2. Quelle est la première étape du programme de reconversion gagnante? A, l'exploration des métiers possibles. B, la mise en place d'un plan d'action. 3, la phase de connexion en soi-même. Je recommence. Réponse A, l'exploration des métiers possibles. Réponse B, la mise en place d'un plan d'action. Réponse C, la phase de connexion à soi-même. 3. Bravo. Ils sont forts. Ils sont forts. Deuxième question pour Mélanie. Combien y a-t-il de clubs en Occitanie? 6, 8 ou 4? 6, 8 ou 4. Allez, du coup, je vais dire, vu que je m'en souviens d'aussi peu, je dirais 6. Bravo. Pour l'instant, c'est égalité. Question 3 pour le hockey sur glace. Donc, combien de temps dure en moyenne l'accompagnement proposé par Mélanie? A, entre 6 à 10 mois. B, 3 mois. C, 1 an minimum. A, entre 6 et 10 mois. B, 3 mois. C, 1 an minimum. Réponse A. A. Ils font un C'était sans faute. Un sans faute. Dernière question pour Mélanie. Le hockey est-il un sport mixte? Oui, non, oui, sauf senior. Alors, figurez-vous que mes cousins sont une famille de hockeyeurs, tous, et j'ai une cousine, donc je vais dire oui, puisqu'elle joue aussi. Et bravo à vous deux, c'était super. Écoutez, on est très content de vous avoir fait participer, comme on dit, égalité, mais c'est ça le sport aussi. Bravo à tous les deux et on est très content de vous avoir reçus dans cette émission. C'est la fin du match, tout de suite l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, fin du match et de cette 92e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Pauline. Oui, on va débuter avec le mercredi 19 mars du ski de fond avec la Coupe du Monde à Tallinn en Estonie, ainsi que du basket avec la 5e journée de Ligue des Champions où Nanterre affrontera Murcie. Mercredi 19 au 30 mars, ski acrobatique, freestyle et snowboard avec les championnats du monde en Engadin en Suisse. Il y aura aussi du tennis avec le tournoi ATP et WTA Masters 1000 à Miami aux États-Unis. Le jeudi 20 mars, du basket avec l'Euroleague Homme. Monaco affrontera Fenerbahçe. Le Real Madrid jouera contre l'Asvel. Et en football, pour les quarts de finale aller de Ligue des Nations, la Croatie affrontera la France. Et du jeudi 20 au 23 mars, il y aura de l'auto-rallye avec le rallye du Kenya Safari. Le vendredi 21 mars, du biathlon avec la Coupe du Monde sprint hommes et femmes à Oslo Holmenkollen en Norvège. Du basket avec la 20e journée de la boulangère Wonder League où Latte Montpellier affrontera Chartres. Et en National 1, Toulouse recevra Metz. Du vendredi 21 au 23 mars, athlétisme indoor, mondiaux de Nankin en Chine, ski de fond, Coupe du Monde hommes et femmes à Lahti en Finlande, et judo, le Grand Slam de Tbilissi en Géorgie. Le samedi 22 mars, il y aura du basket avec la 20e journée de la Ligue féminine 2 où Toulouse affrontera Alençon, du cyclisme avec Milan-San Remo World Tour hommes et femmes, ainsi que le 19e Grand Prix de Sainte-Gabelle. Il y aura également du ski alpin avec la Coupe du Monde de descente à Sun Valley aux États-Unis, du biathlon avec la Coupe du Monde poursuite à Oslo Holmenkollen en Norvège, du football féminin avec la 17e journée d'Arkema Première Ligue où Nantes affrontera Montpellier, et enfin place aux femmes avec le tournoi destination de rugby où l'Irlande affrontera la France et l'Écosse recevra le Pays de Galles. Et on passe au dimanche 23 mars avec du ski alpin, Coupe du Monde hommes et femmes Super G à Sun Valley
aux États-Unis, biathlon, Coupe du Monde Mastar, hommes et femmes à Oslo et en Norvège, et football, Ligue des Nations, quart de finale retour, France-Croatie. Il y aura aussi de la Formule 1, Grand Prix de Chine et du rugby féminin, le dernier match de la journée avec l'Angleterre qui rencontrera l'Italie. Au programme de la semaine prochaine, nous plongerons dans l'univers de l'athlétisme en Occitanie. Avec nos invités, nous reviendrons sur plusieurs sujets majeurs, les derniers résultats de l'équipe de France au championnat d'Europe, mais aussi sur les 20e championnats du monde d'athlétisme en salle qui se sont récemment tenus en Nankai en Chine. Quel bilan tiré de ces compétitions et quelles perspectives pour nos athlètes? Nous évoquerons également le bilan de la saison en Occitanie, les grandes compétitions à venir et les actions mises en place pour favoriser la pratique du sport, notamment auprès des jeunes et des femmes. Nous parlerons aussi du sport santé, un enjeu crucial pour l'athlétisme aujourd'hui. Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'athlétisme en Occitanie, nos invités nous donneront de précieux conseils pour débuter et progresser dans la discipline. Et en deuxième mi-temps, nous mettrons le cap sur le rugby à 13 avec un club qui fait vibrer les terrains et ses supporters, le Toulouse Olympique 13, un début de saison tonitruant pour les Olympiens en Championships, 4 victoires consécutives, une attaque de feu et une place de choix dans la course à la Super League. Au-delà des résultats, quelle est la stratégie du club cette saison? Quels sont les objectifs fixés? Quelles sont les nouvelles recrues qui viennent renforcer l'effectif? Et comment fonctionne l'accord du double licence avec les Dragons catalans, essentiel pour le développement des joueurs et du club? Nous parlerons aussi du centre de formation des jeunes, sans oublier la section féminine et la section féminine et le rugby fauteuil qui participe activement à la dynamique du TO13. Pour en parler, nous aurons le plaisir d'accueillir Olivier Dubois, président du Toulouse Olympique 13, qui nous livrera son analyse et ses ambitions pour cette saison. C'est la fin du match de cette 92e émission de Et si on parlait de sport. Merci à Michel Guilloux, Gérard Barthes, Mélanie Revella, Jean-François Imbernon, Henri Broncan et Bernard Pujol pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Et merci à nos partenaires LG Consultant et Sébastien Couratin, notre partenaire informatique, pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.